Bonjour à tous, c'est Domagie pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite Title Tuesday. Un retour au Daily's Place. Donc, dans un show de 2h30, show un peu spécial, devant à peu près 2800 personnes d'après WrestleTix. J'ai pas vu d'autres chiffres de mon côté, donc probablement un peu plus, parce qu'en général, WrestleTix c'est quelques heures avant le début du show, au niveau des billets vendus. Donc, j'imagine plus quelque chose autour des 3000. Toujours cool de revenir au Daily's Place, une arène qui est devenue un petit peu mythique maintenant pour l'élite depuis le Covid. Et ça a donné un show qui était plutôt intéressant à suivre. Surtout avec ce segment d'ouverture où Adam Page et Samoa Joe se sont retrouvés au milieu du ring pour teaser leur affrontement à Wrestle Dream. Où Adam Page, rappelle ce que Samoa Joe lui a dit la semaine dernière. Donc voilà, que Adam Page n'avait jamais battu Samoa Joe. Et c'est là que Adam Page s'est peut-être rendu compte d'une chose, c'est que Samoa Joe, lui, se rend compte que le titre lui manquait, et que ça lui manquait d'être quelqu'un d'important chez All Elite. Et là, Adam Page, lui, il veut bien lui offrir un title shot, pas parce que Samoa Joe lui a fait une scène la semaine dernière, mais plutôt parce que, il lui en doit une. Après tout, Samoa Joe et The Ops, ils lui ont bien filé un coup de main contre les Death Riders. Ils ont bien aidé Adam Page à remporter le titre. Donc, c'est normal que Samoa Joe ait le droit d'avoir sa chance au titre, surtout s'il en a envie. Et Samoa Joe, lui répond que, tout ce que dit Adam Page, c'est vrai. Il a envie d'être champion. Il a envie d'être numéro 1. Et surtout, il pense que Adam Page, lui, c'est pas vraiment un champion. C'est un challenger. Il n'est pas le summum du catch mondial, comme Samoa Joe peut l'être. Effectivement, sans Samoa Joe, Adam Page n'aurait pas pu être champion. Alors que Samoa Joe, lui, quand il avait été champion, il avait eu besoin de personne. Donc, c'est la tension est un petit peu là sur Samoa Joe qui reconnaît que Adam Page n'est pas un champion qui le dérange, mais plus Samoa Joe pense être meilleur qu'Adam Page. Et lui, Adam Page lui répond que aujourd'hui, Samoa Joe, il ne peut pas lui survivre dans le temps. Et je trouve que la façon dont c'est tourné est assez intéressante parce que je pense qu'il parle autant de la carrière que du match qui va suivre. Du coup, on utilise un match qui risque de potentiellement durer. Est-ce que Samoa Joe arrive à gagner en 10 minutes? Si on passe cette barre-là, probablement que Adam Page rentre dans son terrain. Est-ce que Samoa Joe est capable de tenir sur la longueur contre un Adam Page en pleine force de l'âge? Et Adam Page veut et demande à Samoa Joe que quand il l'aura battu, que Samoa Joe soit capable de reconnaître qu'il est un vrai champion et de lui serrer la main. Un très bon segment d'intro. Moi, j'avais un peu peur au départ d'avoir ce Samoa Joe qui un peu trop rentre dedans, un peu trop justement dans ce côté t'es pas un bon champion, etc. Mais au final, Samoa Joe est tellement bon avec un micro dans les mains et à sortir et à sortir ses arguments que je trouve que ça sonne bien. Et c'est toujours ce truc avec Samoa Joe, c'est que je trouve qu'il arrive à toujours tout rendre vivant, peu importe ce qu'il dit. C'est un peu l'après qui peut parfois faire mal, où du coup il est parfois obligé d'avoir 1 ou 2 semaines d'absence quand il perd dans ce genre de défaite pour récupérer, parce que il s'avance beaucoup quand il est dans ce genre d'argument. Mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui ose dire et qui dit beaucoup. Surtout qu'il le dit bien. On enchaîne avec la conglomération qui est backstage et Mark Briscoe qui hype les différents matchs que Conglomération a, puisque Ishii, Orange Cassidy et Kyle O'Reilly auront des matchs tous les 3 ce soir, en plus des matchs différents. Et ils se font tous un petit cri de guerre, sauf Roderick Strong qui veut pas participer. Et on commence avec le premier match de la soirée entre Jon Moxley et Tomohiro Ishii. Un excellent match. Ishii qui très vite se met à saigner de la bouche. J'ai pas trop vu le coup qui causait le saignement, mais déjà rien que ça rend l'image assez folle à chaque fois qu'on voit le visage d'Ishii. Ishii qui se relève du pile driver, qui ensuite se dégage du stomp enchaîné. Toujours avec ce truc de Ishii qui résiste bien au coup qu'on lui afflige au niveau du crâne. C'est toujours un truc qui continue avec lui. Et puis surtout, ça marche bien. En plus, Ishii, maintenant, il
on peut dire que son prime est passé, mais voir qu'il est capable de sortir ce genre de match-là et de voir ce qu'on est capable de nous raconter dans un format qui est au final assez court. Je crois que le match dure pas plus de 10 minutes ou pas beaucoup plus. Donc, on est vraiment sur un format cool. Moxley est peut-être le meilleur catcheur télé actuellement du côté d'All Elite. Il est là toutes les semaines. Je me rappelle encore de quand il avait perdu le titre, qu'on se disait qu'il faudrait peut-être qu'il soit absent quelque temps après avoir perdu le titre parce qu'on en a eu trop des Death Riders. Et là maintenant, j'ai envie de réclamer du John Moxley toutes les semaines. Donc ouais, cool de voir cette trajectoire-là. C'est cool de voir Moxley toutes les semaines. C'est parce que c'est un vrai bon catcheur. Et en plus, ce genre de match-là, c'est vraiment ce genre de match pour lesquels on aime l'élite, quoi. C'est des match-ups qui sont inédits, qu'on connaît pas très bien, et c'est des confrontations de style qui sont trop cool à voir. Et du coup, effectivement, victoire de Moxley, comme vous pouvez vous en douter, avec un étranglement. Suite à ça, les Bucks qui frappent à la porte de Tony Khan pour réclamer un match, un money match, parce qu'ils ont plus de thunes. Donc ils aimeraient bien avoir un match pour regagner un peu d'argent. Et ils disent qu'ils iront assister au match de Jake Perry et Luchasaurus, même s'ils ont vendu pas mal de sneakers pour pouvoir se payer un billet. Le 3 contre 3, Earth Syndicate contre The Demand. Je me suis enfin rappelé du nom, je l'ai noté cette fois-ci. Du clan de Ricochet. Je pense que c'est parce que le nom est vraiment pas terrible, c'est pour ça que je m'en souviens pas. Street Fight, grosse bagarre. Gros, vraiment pour le coup, on est vraiment sur de la bagarre. MVP il avait utilisé de la bagarre, et ben c'était de la bagarre plus que du catch. C'est moins des choses que moi j'aime. Je pense que ça trouve son public. C'est moins mon cas, moi. Moi j'ai trouvé ça long, en fait. Moi, c'est toujours ce problème de ce genre de match-là, c'est que je trouve que c'est des matchs qui se prêtent pas trop au format télé, parce que du coup, sur les coupures pub, c'est mou. Alors que moi, ce genre de match-là, j'aimerais bien qu'il dure 7-8 minutes. Dans l'idéal. Et ces matchs-là, ils ont tendance à être un peu poussés en longueur à cause des coupures pub. Et du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intensité sur toute la partie du milieu du match. Même si Shelton Benjamin et Ricochet sont vraiment très bons dans le match. Je trouve qu'ils ont vraiment d'excellentes séquences tous les deux individuellement. J'aime bien aussi le petit moment où Ricochet il vient sauver Bishop Con d'un coup de genou de Shelton Benjamin, où il vient s'interposer. Parce que Ricochet il a quand même été vachement vendu comme étant un mec égoïste, et au final qu'il soit prêt à se sacrifier pour ses gars, moi je trouve ça cool. Et truc que je trouve d'autant plus cool, c'est que le Hurt Syndicate prend la victoire via une incroyable German suplex où Ricochet se fait balancer contre une table qui se brise derrière, et Ricochet qui prend le pin. Pas un des gars des Gates of Agony, donc Ricochet qui accepte de prendre le tombé alors qu'il aurait pu se dédouaner et laisser un de ses gars prendre le tombé sans que ça ait trop de conséquences du coup pour lui. Mais bon, au moins déjà, je pense que ça met un espèce de terme définitif à cette rivalité-là, le fait que ce soit lui qui prenne le tombé. Et ça a vraiment ce côté où il a beaucoup pris pour ses deux partenaires sur ce match-là. Et je trouve qu'il a vraiment un rôle qui fonctionne de espèce de mentor, même s'il l'assume pas trop sur l'écran, sur les écrans en soi, où je pense qu'il a l'air de se servir d'eux. En tout cas, côté coulisses, il a l'air de vraiment vouloir faire quelque chose de ces gars-là, et j'apprécie énormément. Et donc, victoire du Earth Syndicate sur cette German suplex de Shelton. Ensuite, Don Callis et la quasi-totalité de la Don Callis Family, en moins les blessés, qui annonce que Josh Alexander affrontera Kota Ibushi à Collision. Alors, je vais pas vous spoiler Collision, mais visiblement, pas de bonnes nouvelles de ce côté-là, du côté de ce match-là. Et voilà, qui utilise les différents matchs de la Don Callis Family pour ce soir. Et il dit que bientôt la Don Callis Family aura tous les titres d'All Elite Wrestling. Premier match de Jurassic Express depuis la réunification. Petit squash match contre deux catcheurs locaux. J'ai regardé pour voir si je les connaissais et j'avais jamais rien vu. Donc pas non plus des catcheurs qui ont un énorme historique. Je connaissais aucun des deux. Mais petit squash sympa qui fait le taf. Ça permet de mettre la musique et d'avoir le public qui chante. Et ça, c'est bien. En après-match, les Bucks qui arrivent pour s'en prendre à Jake Perry et Luchasaurus, qui arrivent d'abord à mettre de côté Jake Perry
et ensuite qui arrive à s'en prendre à Luchasaurus et qui demande du coup à affronter Jurassic Express à Wrestle Dream. Match qui sera officialisé un peu plus tard comme étant un match pour de l'argent. Je me rappelle plus du montant, ça va être à 500 000 $, j'imagine. Mais voilà, bon, bah, du coup, continuité assez sympa là-dessus. Et surtout, bon, bah, ça permet de continuer d'alimenter un petit peu ce truc des Young Bucks qui gagnent de l'argent, qui s'appauvrissent, etc. Pac est habillé. Et en plus, il a les cheveux courts. Donc, j'ai pas trop écouté ce qu'il a dit. Je suis désolé. En général, j'essaie de faire attention, mais ça m'a perturbé. Mais je crois qu'à un moment, il a dit qu'il était meilleur qu'Orange Cassidy. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Mais je suis désolé, mais la vision de Pac habillé, moi, ça m'a perturbé. Kyle Fletcher contre Kyle O'Reilly pour le titre TNT, le duel des Kyle. C'était un bon match. Match sympa de milieu de carte. Kyle Fletcher, c'est un très bon catcheur. Il y a un peu ce problème-là en ce moment de Kyle Fletcher, en fait, qui est bon, qui essaye d'être un peu salopard, mais le public a du mal à ne pas l'acclamer parce que il est quand même un peu cool. Et j'ai du mal à voir comment Kyle Fletcher, qui là est très bon dans le rôle qu'il a actuellement en faisant ce qu'il fait, pourrait apporter un twist qu'il ferait vraiment huer. Et c'est là qu'on peut se poser la question du est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il se fasse huer pour être un bon méchant? Est-ce que c'est pas un peu dur de se faire huer par un public de mecs de 30-40 ans aussi? C'est peut-être plus difficile. Donc, en fait, c'est toujours ce côté-là, c'est que j'ai envie d'être d'accord pour avoir ce Kyle O'Reilly underdog en me disant ah tiens peut-être qu'il peut avoir la victoire, mais tout le monde sait on a un bon match que c'est très peu probable déjà que Kyle Fletcher perde le titre. Et il y a un peu ce côté-là de se dire mais je soutiens quand même beaucoup Kyle Fletcher plus que Kyle O'Reilly. Donc c'est dommage de soutenir le méchant par rapport au gentil dans ce genre de match-là. C'est dur même de trouver une solution, mais c'est un angle que je trouve intéressant. Je sais pas si vous... N'hésitez pas, vous, en commentaire, si vous avez un avis là-dessus. Est-ce qu'il devrait se forcer à être moins bon pour forcer des huées sur lui? Ça pourrait être une piste de réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, le seul moyen de vraiment être détesté, c'est de pas être bon? Ce serait dommage, mais en même temps, est-ce que c'est la seule manière d'emmener le public avec soi? Et évidemment, victoire de Kyle Fletcher qui conserve le titre TNT. Après le match, la Don Callis Family qui se met à attaquer Kyle Fletcher sur le ring. Ça part à la bagarre avec un petit peu tout le monde qui débarque. Et un duel face à face entre Mark Briscoe et Kyle Fletcher. Et Kyle Fletcher décide de désamorcer en quittant le ring. Juste après, Renee Young qui du coup dit à Kyle Fletcher qu'il a fui Mark Briscoe. Et Kyle rappelle que il a déjà battu Mark Briscoe 2 fois. En plus, lui, il sortait d'un match, il était un peu fatigué. C'est quand même vachement facile de la part de Mark Briscoe de venir s'en prendre à lui après un match. Et René rappelle que s'il l'a battu 2 fois, Mark Briscoe l'a aussi battu 2 fois. Et que Tony Khan va officialiser Kyle Fletcher contre Mark Briscoe 5 pour le titre TNT à Wrestle Dream. Je suis semi-déçu parce que ça va être un bon match. Mais j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour avec Mark Briscoe là en ce moment sur ce qu'il peut me proposer entre MJF et Kyle Fletcher. J'ai toujours l'impression qu'on veut aller trop loin avec Mark Briscoe dans ce genre de format. MJF il a affronté beaucoup de fois, ça avait duré très longtemps. Kyle Fletcher c'est pareil, ça commence à durer un peu. Ça fait déjà le 5e match. Je trouve qu'on pourrait trouver une meilleure utilisation à Mark Briscoe que ça. Parce que du coup, je suis un peu déçu de voir Kyle Fletcher réaffronter déjà Mark Briscoe pour le titre TNT. Mais bon, ce sera un bon match. Open Challenge de Mercedes Moné, qui voulait une catcheuse locale de Floride, et ce sera donc Lacey Lane, anciennement Kayden Carter chez WWE, ancienne partenaire de Casey Canzaro, si je dis pas de bêtises. Mercedes qui l'emporte logiquement avec son Moneymaker. Moi j'ai trouvé le match vraiment pas terrible. Je sais pas si ça a été la vie globale. Peut-être que c'est moi qui étais moins dedans à ce moment-là.
Mais ouais, j'ai pas retenu grand chose ce match-là. J'ai pas trouvé qu'il y ait grand chose à voir. Mais bon, déjà, de l'époque où je regardais encore NXT, les Lane n'étaient pas une des catcheuses que j'appréciais particulièrement. J'ai jamais trouvé grand chose. J'ai pas l'impression qu'on est sur un énorme talent en devenir. Sammy Guevara qui a de nouveau il turn du côté de Ring of Honor il y a quelques semaines maintenant. Annonce qu'Eddie Kingston affrontera Beast Mortos à Collision. Après Beast Mortos il grogne et j'ai trouvé que la partie de Beast Mortos était une meilleure promo que celle de Sammy. Brodido contre Takeshita et Okada. Je trouvais que le match était vraiment très sympa à suivre. Parce que bon bah du coup il y a tout ce côté où Hechicero il vend le match contre Bandido vend le match contre Hechicero qui a eu lieu à CML un peu plus tôt dans la semaine où il a affronté Hechicero pour le titre Ring of Honor et qui a été un excellent match que je vous recommande d'aller voir si vous avez l'occasion. N'hésitez pas à passer en message privé sur Twitter ou Blue Sky si vous avez besoin d'un lien. Mais excellent match entre les deux qui du coup se sont affrontés. Et ça a été un match assez violent pour Bandido et qui donc se retrouve à vendre énormément de blessures, à beaucoup subir la hit pendant le match, que ce soit des mains de Takeshita ou Okada. Il y a un moment que j'ai particulièrement aimé dans le match au niveau des séries de Bandido où il y a Takeshita qui fait un rolling elbow sur Bandido et Bandido qui part avec donc ses avant-bras mais qui décide quand même de vendre les avant-bras. Et moi je trouve ça génial. C'est partir du principe que bon bah c'est pas parce que tu mets tes mains que t'as pas mal. Ça j'ai trouvé ça très bien. Pendant le match bon bah il y a pas mal de problèmes de communication entre Takeshita et Okada pendant le match et Takeshita et Okada arrivent quand même à prendre la victoire, mais Okada vole le tag à Takeshita pour faire le Rainmaker sur un Bandido qui était ultra diminué. Et à la fin du match, Takeshita, là c'est l'image qu'on voit à l'écran, mais est en rogne contre Okada, il décide de lui foncer dessus, et Okada il soulève juste le titre, et il se barre du ring, et il ignore complètement Konosuke Takeshita. Dans les vestiaires, Jet Speed disent que ouais, il respecte Willow parce qu'elle a fait face au FCR et qu'il respecte les gens qui font face au bully, au harceleur, et que à Collision, ils affronteront FTR et Megan Bayne dans un 3v3 mixte dans Collision. Réponse du berger à la bergère, FTR et Stockley. Voilà, eux ils disent qu'ils respectent J-Speed, voilà, car ils acceptent d'aller sur le ring avec FTR. Par contre, ils ont du mal à respecter Willow. Et Megan Bayne arrive, et Penelope Ford, qui sont là pour se présenter. Merci mesdames. Et Megan Bayne qui conclut le segment avec un Top Gods out. Est-ce qu'on est sur une alliance qui tient à perdurer? Pourquoi pas? Après tout, associer des catcheurs, ça reste un bon moyen de créer quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. Pourquoi pas? Renee Young avec Brodido en backstage qui rappelle voilà, que Bandido, elle essaye aussi de trouver des excuses un peu à Bandido en disant bah voilà, c'était pas à 100%, il y a eu le match contre Hechicero, il catch beaucoup ces derniers temps, c'est pas facile. Et Bandido bon, lui répond en disant que bon bah il prend un peu le blâme sur lui, c'est sa faute s'ils ont perdu parce que bon bah il n'a pas été assez bon pour battre Hechicero facilement. Et bon bah maintenant en plus il est diminué et du coup bon bah il est pas assez bon pour réussir à ne pas perdre. Et Wrestling voilà qui dit que c'est pas trop grave mon copain, c'est pas ta faute. De toute façon on va gagner à Wrestle Dream. Donc pas grave. Orange Cassidy contre Pac redit une des rivalités des débuts de Dynamite. Donc Pac qui est avec une tenue qui est pas en slip. Moi j'ai beaucoup de mal. En plus il a presque il a pas de cheveux. Il est quasiment habillé. Moi, je suis perturbé, j'ai eu du mal à me concentrer sur beaucoup de choses dans ce match. Mais Pac est trop cool. C'est un super catcheur. Et Orange Cassidy aussi. Donc le match est bien. J'ai adoré au moment le dive d'Orange Cassidy vers l'extérieur du ring où il a les mains dans les poches. Moi, ce dive-là, c'est peut-être un de mes dives préférés du catch actuel. Ça fonctionne bien. Il y a Pac qui est sur la table.
la table casse. J'allais dire la casse-table. Ça marche aussi. Mais le match était cool. C'était bien à suivre. De toute façon, les deux là, ils marchent bien ensemble sur le ring. Et un pack comme ça, qui est en forme, ça fait trop plaisir de le revoir. Et en fin de match, donc pack qui avait emmené Orange Cassidy en haut des petits escaliers derrière le public, qui avait fait un tombstone sur une partie qui avait l'air d'être plus ou moins en acier en haut, qui voulait gagner par count-out, donc demande à l'arbitre de commencer à compter avant qu'il rejoigne le ring. Et Darby Allin arrive pour le menotter à la barrière de sécurité. Il fait un petit fuck. Et Pac qui se retrouve coincé. Et qui arrivera donc in extremis sur le ring pour se faire surprendre par un petit paquet de Orange Cassidy. Et du coup, perdre juste sur un compte de 3. Un peu bêtement, on voit que Pac est en run contre Darby. Et justement, après ça, Pac, il veut surprendre à Darby Allin. Il va essayer d'aller le poursuivre. Mais juste derrière, il asperge une bombe à poivre. Le reste des Death Riders arrive. Omu, Daniel Garcia, il se présente à lui. Il sort un taser. Et ils finissent par aller le poursuivre sur le parking. Et Darby Allin sort un cocktail Molotov. Je sais pas où on va. Mais c'est hilarant. Moi, j'aime beaucoup. Ça n'a aucun sens. C'est génial. Et il y a un mec de la sécurité qui arrive et qui plaque Darby Allin. Putain. Et j'ai vu des spires de mecs qui ont gagné le titre mondial cette année à la WWE qui étaient moins bien. Ah non, mais le mec de la sécu, faut lui proposer un contrat. Déjà, c'est le seul mec de la sécurité qui arrive à faire quelque chose. Et en plus, là, pour le coup, il était vraiment tout seul. Ça se trouve, le mec était pas au courant. Et c'était un vrai mec de la sécu. Mais je trouve que ça renforce un peu le côté réaliste du truc. Avec un Darby et son cocktail Molotov de con, là. Moi, c'est génial. J'adore ça. J'adore ça parce que ça montre à quel point Darby est capable... Vu que John Moxley lui avait dit, je sais pas jusqu'où tu vas me forcer à aller pour te faire abandonner. Et Darby qui lui répond, de toute façon, j'en ai rien à battre. Tu vas crever, connard. Et moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et le show se termine là-dessus, sur un Darby Allin plaqué au sol par le mec de la sécu. Et juste, les Death Riders qui commencent à avoir un peu peur pour leur vie quand même. Et j'ai trouvé que c'était un très bon show, un très bon Title Tuesday. Donc n'hésitez pas, si ces reviews vous plaisent, comme d'habitude, vous pouvez partager, mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner. Il y a beaucoup de monde qui s'abonne ces derniers temps et j'en suis très très content. N'hésitez pas à vous manifester parce que comme pratiquement tous les formats de cette chaîne, c'est du rodage. Donc si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, franchement je suis preneur parce que cette chaîne n'est pas très vieille, hein, elle a à peine plus d'1 an. Donc on tente beaucoup de choses, on essaye de voir ce qui plaît, etc. On est content de voir que ça marche de plus en plus. Mais nous, ce qui nous ferait le plus plaisir, plus que avoir des abonnés ou quoi que ce soit, c'est plus dites-nous ce qui vous plaît vraiment, ou ce qu'il y a besoin d'enlever, de rajouter, de modifier. Comme ça, nous, au moins, on peut s'adapter et gardez-nous la ligne qui nous plaît à nous, de faire les choses qu'on a envie de faire sur la chaîne avec Sofiane, et ensuite d'adapter avec ce que vous pouvez apprécier. En tout cas, c'était Dumble J pour Squash FM, et je vous dis à la prochaine. Salut.